Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous au niveau du son et de l'image. Vous avez une petite barre à droite pour le chat. OK, bonjour. OK, c'est tout bon, super. Bonsoir à tous. Bon, c'est OK, top. On va attendre 1 ou 2 minutes quand même que tout le monde arrive. Son image, OK, bon bah super. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bon, je pense qu'on va être moins nombreux qu'à l'accoutumée, où on est plutôt une cinquantaine. Là, effectivement, avec le pont, on sera peut-être moins nombreux. Bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Voilà, vous avez le replay et vous pourrez l'envoyer et dire qu'il y avait un replay, voilà, pour les personnes de votre entourage éventuellement qui voulaient voir ce webinaire. OK, bonsoir, bonsoir. On va attendre un petit peu. Bon, alors, le webinaire de ce soir, moi, c'est un webinaire qui me tient quand même à cœur parce que, écoutez, moi, j'ai été atteinte de problèmes d'hyperthyroïdie. Du coup, voilà, c'est un sujet que je connais quand même bien parce que j'ai dû, même si j'avais déjà des connaissances, vous savez bien que quand on est atteint d'une problématique, on va souvent chercher en profondeur parce que on est atteint de cette problématique et on veut aussi avoir des éléments pour pouvoir la régler. C'est normal et tout à fait humain. Donc, je me suis attelée quand même à chercher des solutions et je vais peut-être vous parler de choses peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler et on va parler des différents types d'hyperthyroïdie parce que c'est surtout ça. Là, je suis en train de vous parler de solutions, mais en réalité, il y a plusieurs types d'hyperthyroïdie. Donc déjà, à savoir de quel type d'hyperthyroïdie vous êtes atteint. Même si, je le dis et je le répète, cette conférence n'est pas visée de déterminer une pathologie, de remplacer un traitement allopathique. Et je ne donne pas de conseils personnalisés ici. Je sais que vous aimez bien et que voilà, vous me posez des questions à chaque fois, mais si je vous répondais à votre place, je n'aurais pas confiance. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il faut plusieurs éléments quand on a une problématique à régler. C'est multifactoriel. Donc, c'est pas avec un ou deux échanges en quelques phrases que je suis capable de vous donner vraiment la réponse à votre problématique. Donc, vous savez quoi faire. Tout simplement d'avoir un conseil personnalisé en naturopathie, c'est la solution, tout simplement. Donc, moi, j'ai mon cabinet en présentiel dans 2 villes, Grenoble et Lyon. Et en même temps, je fais aussi du distanciel parce que je travaille un petit peu avec le Canada, États-Unis, etc. Donc, vous pouvez me retrouver quand même en distanciel. Alors, on peut lire les replays, oui, tout à fait, sur la chaîne YouTube de Santé Détox. Vous allez sur YouTube et vous tapez Santé Détox et vous avez tous les webinaires. Bonjour. Ah, super, on est plus d'une vingtaine, c'est top. Bon, d'habitude, ce que je disais, on était plus d'une cinquantaine habituellement. Là, bon, je pense qu'avec avec le week-end, le pont, on va être un petit peu moins. Bon, je vais commencer à faire, le webinaire. Maintenant que les petits messages de début de webinaire sont passés, voilà, sur le fait qu'on ne remplace pas des traitements allopathiques. Là, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai vu que vous étiez plein à arriver d'un coup. Alors, on va commencer le webinaire. C'est parti. Donc déjà, merci d'être là. C'est super que vous soyez là. On est toujours quand même assez nombreux et du coup, ça permet un petit peu de nourrir cette communauté, d'avoir des conseils en naturopathie de manière générale. On est d'accord, c'est jamais ciblé et personnalisé. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hyperthyroïdie. La dernière fois, on a parlé de l'hypothyroïdie. Là, on va parler de l'hyperthyroïdie et je vais aussi parler de l'auto-immunité. Je vous ai dit que je ferais peut-être un webinaire spécial auto-immunité, mais très sincèrement, on va faire un 2 en 1. Et les prochains webinaires, bon, j'en parlerai à la fin, mais ça sera sur un autre sujet qui peut être aussi très intéressant.
Alors l'hyperthyroïdie, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation du travail de la thyroïde, tout simplement. Donc l'augmentation, de la TSH et pour certaines pathos d'hyperthyroïdie de la T3 et de la T4 qui se manifestent avec, des symptômes comme les tremblements, la tachycardie, les problématiques de sommeil, l'amaigrissement, l'hypermétabolisme de manière générale, de l'arythmie, pour certains des syncopes, de l'hypertension. Bref, tout ce panel de symptômes d'hypermétabolisme. Alors, il y en a qui vont me dire: «Oui, j'ai pas ces symptômes-là, j'ai de la fatigue». Il y en a qui ont de l'hyperthyroïdie frustre. Je sais que la liste des symptômes du tableau symptomatique est extrêmement longue et extrêmement vaste, aussi en fonction du type d'hyperthyroïdie que vous avez. Donc, si vous ne vous trouvez pas là-dedans, normalement, si vous êtes atteint d'hyperthyroïdie, vous devrez vous trouver là-dedans. Mais déjà, je vais là vous expliquer quels sont les différents types d'hyperthyroïdie. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Alors, j'ai écrit tout un truc, donc ça va être assez long. Donc, c'est pas un webinaire court, hein. Là, on est quand même sur un webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Donc, quand le corps souffre d'hyperthyroïdie, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions en fait du corps qui vont être augmentées et qui vont venir s'emballer en fait, ce qui va avoir d'importantes conséquences physiques et même au niveau psychique. Et c'est tout l'inverse donc de l'hypothyroïdie où justement les fonctions vont baisser et ralentir et vont aussi avoir des conséquences physiques et également psychiques. Donc cette maladie d'hyperthyroïdie, elle ne concerne pas beaucoup, pas une grande partie de la population. Par contre, la majorité des personnes atteintes d'hyperthyroïdie sont atteintes de la maladie de Basedow. Alors pas toujours, parce qu'on va voir qu'il y a vraiment des spécificités. Il reste quand même 30% des hyperthyroïdiques. Et on va voir un petit peu voilà, quels sont les autres gagnants et quelles sont les origines justement de cette hyperthyroïdie. Et on va voir qu'elles sont très vastes comme, les problématiques de thyroïde de manière générale. Pourquoi? Parce que déjà la thyroïde, c'est un organe de l'adaptation. Il ne va pas fonctionner seul en fait. Il va être en lien avec l'hypophyse, il va être en lien avec les surrénales. Donc tous les épuisements, tous les chocs émotionnels aussi, toutes les suradaptations. Quand on est dans des situations où on se suradapte en permanence aux autres, à la vie, etc. Alors même si on doit aussi s'adapter à la vie et que c'est notre condition d'humain de s'adapter, quand on est dans la suradaptation permanente, au bout d'un moment, en fait, le corps, il n'en peut plus, il va lancer des signaux d'alerte et après, ça va créer carrément des vrais déséquilibres et des vrais pathos. Donc les signes biologiques rattachés à l'hyperthyroïdie, donc j'en ai parlé un petit peu avant, donc c'est vraiment l'augmentation de ces fonctions habituelles et j'aime bien faire ce parallèle, c'est-à-dire que les hyperthyroïdiques, ils ont souvent tendance à avoir l'impression que la vie est lente et qu'eux, ils sont tout le temps au taquet. D'ailleurs, les hyperthyroïdiques, je me mets dedans, peuvent être très énervants pour les autres et voire les hypos, parce que du coup, il y a souvent un fossé entre les deux. Donc les hyper, ils ont un peu de mal avec les personnes un peu lentes, il faut quand même que ça aille vite, etc. Alors pour un pourcentage, il y en a qui sont très fatigués parce qu'ils dorment aussi très mal. Donc ça peut être très... en même temps, cette énergie profonde, comme si qui ne s'arrêtait pas, mais en même temps, cette fatigue aussi qui est là. On a vraiment ce truc très antinomique, en fait, de l'hyperthyroïdique. Et à l'inverse, l'hypo, il est souvent lent, il voit le monde qui va très vite autour de lui et il a du mal justement à se mettre dedans et à trouver aussi sa place. Tandis que l'hyper, il fait pas trop attention, il va foncer, il va faire ses trucs. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, un hyper, il est plutôt dans le faire, F-A-I-R-E, et l'hypo, il va plutôt être dans l'être. Donc on est quand même sur 2 personnes qui vont être fondamentalement différentes. Alors après, encore une fois, ça peut venir soit de votre
de votre prédominance. D'ailleurs, ça va être les prochaines conférences, c'est sur les tempéraments. Donc, quelqu'un qui aura tendance à être nerveux, qui aura tendance à être bilieux, qui va avoir peut-être une colérique, une thyroïde un peu explosive, contrairement aux lymphatiques, voilà, ils vont être complètement opposés, antinomiques. Donc, on peut aussi être un peu favorisé dans notre terrain et dans notre tempérament pour développer certaines problématiques thyroïdiennes, comme pas du tout. On va voir qu'il y a des thyroïdites virales, hein, donc des fois, vraiment rien à voir. Donc vraiment l'augmentation des fonctions habituelles. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans les tableaux symptomatiques, l'augmentation aussi du système digestif, du métabolisme digestif, donc des diarrhées. Ça peut être les hyperthyroïdiques, souvent ils ont très faim, c'est comme s'ils étaient des gouffres sans fond, mais en même temps ils peuvent avoir quand même beaucoup de chaleur avec des difficultés digestives. Donc voilà, ils ont un métabolisme où ils vont tout brûler aussi. Donc, ils vont avoir un métabolisme des graisses qui va brûler beaucoup de graisse également. Et on va voir que c'est un profil qui peut justement altérer profondément son système digestif avec des gastrites, avec de l'hyperperméabilité intestinale, avec du syndrome intestin irritable. Après, ça n'arrive pas comme ça. En général, c'est quand même un terrain qui s'est un petit peu préparé, où la personne, elle avait déjà ce terrain. Et puis souvent, il y a quand même quelque chose de déclencheur. En cas d'hyperthyroïdie, on peut aussi retrouver de manière clinique une anémie ferriprive, donc un manque de fer. Donc ça, on va voir dans les protocoles à mettre en place à la fin que c'est quelque chose à absolument venir combler. Donc vraiment s'occuper de cette anémie, c'est primordial. C'est pas ça qui va régler en soi le problème de thyroïde. Par contre, ça va venir dans le métabolisme, clairement, en tout cas, réintégrer un maillon. Donc ça, c'est très important. Et quand il y a ce type d'anémie aussi, moi, je fais toujours faire les folates avec et la B12 parce que ça va avec, en fait, hein, tout simplement. On peut voir aussi au niveau clinique peut-être une CRP augmentée, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, typiquement, ma CRP a toujours été basse, par exemple. Mais sur certaines personnes, on peut voir la CRP augmenter. Donc ça, c'est le taux vraiment d'inflammation. Et évidemment, l'augmentation du taux de cortisol. Alors, ça, c'est une évidence parce que du coup, tout le métabolisme est augmenté en cas d'hyperthyroïdie. Et évidemment, on va checker la TSH, T3, T4. Enfin, voilà, c'est une évidence. Ça, c'est vraiment la base à faire quand on a une suspicion d'hyper ou d'hypothyroïdie d'ailleurs, hein. Donc, il existe, que je vous disais, plusieurs hyperthyroïdies. Et en quelque sorte, l'hyperthyroïdie la plus classique, on va dire ça comme ça, c'est vraiment la thyroïdite. Alors, je vais vous faire un petit peu la liste des différentes formes de thyroïdite qui existent. Mais en gros, c'est vraiment cette glande qui fabrique des hormones en excès. Mais aussi, il y a le cas d'un excès d'iode. Et ça, il y a 2 cas possibles dans les excès d'iode, mais on va voir que c'est pas anodin non plus. Alors moi, je ne peux pas vous parler de traitement allopathique. Donc, on met les questions allopathiques de côté. Moi, là, ici, je ne peux pas vous en parler. Donc, voilà, même s'il y a des solutions, je vous laisse vous retourner auprès de votre médecin, voilà, du chirurgien ou peu importe, avec qui vous êtes en contact. Donc, comme je vous le disais, dans la majorité des cas, donc 70% sont atteints plutôt de la maladie de base d'eau, qui est à l'origine de l'hyperthyroïdie. Après, on peut retrouver des thyroïdites d'origine virale ou non. Donc, il y a également la thyroïdite également d'Hashimoto, qui est plutôt une maladie auto-immune, donc qui va être caractérisée par des taux d'anticorps thyroïdiens anormalement élevés. Donc ça, je crois que j'en avais un petit peu parlé aussi dans l'hypothyroïdie. Alors moi, j'aime pas trop l'aspect de la destruction auto-immune. C'est vraiment le corps qui se retourne contre soi. Pour moi, le corps, il essaye toujours de trouver l'équilibre. Donc, il va effectivement trouver des solutions pour pallier à des déséquilibres. Donc, dire que c'est vraiment le système immunitaire qui se retourne contre soi, on est d'accord que c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. En soi, il va envoyer les bons messages, c'est juste que la réception va mal se faire.
mais en soi, le corps volontairement ne produit pas de mauvais messages, en fait. Ensuite, on va trouver la thyroïdite subaiguë. Donc ça, c'est la thyroïdite de Kervin. Donc la thyroïdite de Kervin qui est une thyroïdite d'origine virale. Alors celle-ci, elle passe en quelques semaines. En général, on va avoir les symptômes de l'hyperthyroïdie, mais on ne va pas conserver en fait ces symptômes-là. C'est vraiment quelque chose qui est passager. La thyroïdite la plus rare qui existe, c'est la thyroïdite bactérienne. Celle-ci, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Et en fait, souvent, voilà, elle revient aussi à la normale. Mais il y a quand même des possibilités voilà, de mortalité, malheureusement, sur cette thyroïdite qui est quand même extrêmement rare et avec un tableau symptomatique, comme vous vous doutez, assez important. Donc on peut pas passer, on n'est pas dans la chronicité, quoi. Il y a aussi la thyroïdite, dont on parle très peu d'ailleurs, postpartum, voilà, qui débute avec la phase hyperthyroïdienne, qui débute pardon, avec une phase hyperthyroïdienne suivie par une phase hypothyroïdienne. Alors, on va voir que dans la thyroïdite post-traumatique slash stress chronique, on va aussi retrouver ça, donc une phase d'hyper et une phase d'hypo. Alors, il y en a qui passent pas en phase d'hypo, qui restent bloqués en hyper, et il y en a qui vont passer en phase d'hypo, donc notamment avec, avec l'auto-immunité. Il y a la thyroïdite d'origine médicamenteuse, donc tout ce qui est produits de contraste, prise d'iode, etc. D'ailleurs, oui, je ne peux pas vous en parler parce qu'on est sur de l'allopathique. Donc ça, voilà, je réservera pour peut-être à un autre moment. Alors, il y a du coup la thyroïdite radique que je mets quand même avec l'origine médicamenteuse. Et après, il y a vraiment la thyroïdite vraiment post-traumatique slash stress chronique, qui pour moi est aussi assez courante. Et il y a beaucoup de gens qui passent dans cette phase-là au cours de leur vie et qui ne le savent pas. Et je le vois en cabinet parce qu'ils viennent pour de l'hypothyroïdie, mais pour eux, ils n'ont pas fait de phase d'hyperthyroïdie parce qu'ils n'ont pas le tableau symptomatique aussi important que dans l'hypo. Je pense qu'on s'inquiète plus quand on est dans un état de fatigue chronique et quand on est vraiment dans l'accumulation de problématiques, parce qu'avec ça, forcément, il y a baisse de l'immunité, stagnation, fatigue, problématiques de sommeil, anxiété, etc. On va plus s'inquiéter quand il y a ce ralentissement-là que quand il y a un excès, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'excès d'énergie n'est pas toujours positif, en fait. Quand il y a vraiment un excès d'énergie, d'ailleurs, ce n'est pas positif, ce n'est pas une bonne énergie. Sauf que dans le monde où on est aujourd'hui, quand on est à s'occuper de 50 000 choses en même temps des enfants, du boulot, etc., quand on a de l'énergie, on ne se pose pas trop la question, justement. Bon, sauf quand ça atteint des summums et que il y a vraiment... c'est vraiment l'hyperthyroïdie, comme malheureusement aussi je l'ai vécu, c'est vraiment une perte de poids très importante, de la tachycardie, aucun sommeil. Donc voilà, c'est quand même assez... là, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose, mais il y en a qui passent par des phases d'hyperthyroïdie et qui ne se rendent pas compte de cette phase-là avant de passer en épuisement. Donc la base de la base, évidemment, c'est de faire un bilan thyroïdien avec une TSH et une T3 et une T4. Alors, la TSH, quand on va parler d'hyperthyroïdie, elle est toujours basse. Même si en soi, la TSH est haute, parce que du coup, il y a un hypermétabolisme, un hyperfonctionnement, sur le papier, elle est basse. Donc, plus elle va être basse, donc en dessous de 1. Alors maintenant, les dosages ont vachement changé. Et moi, je la trouve particulièrement basse. Je crois que c'est 0,25. Alors, ça dépend des dosages des labos, mais je trouve que c'est méga bas. Normalement, à 1, en dessous de 1, en dessous, allez, je vais être gentille, de 0,80. Avant, on était déjà considéré en hyperthyroïdie.
Et pareil pour l'hypo, en fait, hein, voilà, normalement, c'est considéré clinique à partir de 4,5, je crois, quelque chose comme ça, en hypo, alors que déjà, au-dessus de 2,5, 3, il y a déjà des personnes qui sont avec des symptômes assez importants d'hypothyroïdie. D'ailleurs, on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Il y a des hypothyroïdies frustres, des hyperthyroïdies frustres, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir le symptôme. Par contre, la TSH, elle va nous révéler une problématique. Alors, moi, j'ai répertorié aussi 2 types d'hypothyroïdie. Déjà, on va avoir l'hypothyroïdie secondaire. Donc, l'hypothyroïdie secondaire, c'est vraiment l'hypophyse qui est à l'origine de la production excessive d'hormones thyroïdiennes. Donc, tout ce qui est stress chronique, choc post-traumatique, on va voir, et puis, en fait, la plupart d'ailleurs des maladies auto-immunes, etc., vont être issues de l'hyperthyroïdie secondaire. Donc en fait, elle envoie des informations hormonales inadaptées de sorte à ce que la glande thyroïde, en fait, elle fabrique continuellement des hormones, même quand cela ne devrait pas être le cas. Donc typiquement, choc post-traumatique, stress, etc., le corps, en fait, à un moment donné, vous lui demandez d'être dans une certaine surproduction, suractivité, et ben en fait, c'est comme si le corps, il avait créé comme un syndrome de suradaptation. Et du coup, il va prendre en fait le pli et il va s'adapter à cette suradaptation avant de tomber ou non en fatigue chronique d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne tombent pas. Alors, on peut être en fatigue chronique avec de l'hyper, mais on peut tomber en tout cas en hypo derrière. Là, je parle vraiment de la forme clinique. Et pas du tableau symptomatique, parce que dans le tableau symptomatique, entre l'hypo et l'hyper, en fait, tout peut venir quand même se mélanger. Donc la TSH pour l'hyperthyroïdie secondaire, elle est élevée avec un taux de T3 et de T4 qui sont parfois, mais pas toujours, parfois très importantes. Donc, de toute façon, la Haute Autorité de Santé préconise de faire une TSH qui, elle seule, n'est pas suffisante, donc de faire une T3 et une T4 pour être sûr de pouvoir valider. Mais ça, vous verrez ça auprès de votre médecin et des spécialistes en question. Et effectivement, en fait, c'est surtout pour compléter un diagnostic éventuellement d'hyperthyroïdie frustre qu'on n'aurait peut-être pas pu voir au niveau symptomatique. Alors le traitement dans ces cas-là, en tout cas, l'axe qu'on va prendre en naturopathie, et non le traitement, excusez-moi, devra dans le cas s'adresser plutôt davantage à l'hypophyse et aussi au travail sur le système nerveux que sur la thyroïde en elle-même. La thyroïde, pour moi, c'est juste la manifestation d'un déséquilibre qui était pour moi déjà là. L'hyperthyroïdie tertiaire, qui est la deuxième grande famille d'hyperthyroïdie, celle-ci, c'est plus en lien avec un excès de sécrétion de TRH. En fait, pas forcément excès, mais en tout cas qui va être inadapté. Donc finalement, c'est la thyroïde qui est toujours au bout de la chaîne, l'hypothalamus-hypophyse, qui va toujours produire des hormones. Donc au niveau biologique, sur l'ensemble des taux hormonaux, donc toujours élevés en TSH, T3, T4. Et là encore, on devra s'axer sur l'axe hypothalamus-hypophysaire aussi. Ensuite, on a la version auto-immune. Là, je vous refais un petit peu plus en profondeur les différents types d'hyperthyroïdie que je vous ai cités tout à l'heure. Dans l'auto-immunité, ce que je vous disais, c'est qu'il y a cette espèce justement de... Alors, moi, j'aime pas dire que le système se retourne contre lui-même, mais en tout cas d'hyper-adaptation, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aussi, et de non-reconnaissance de certains éléments du corps. Du coup, ils vont devoir s'adapter. Donc, comme la maladie de Basedow, où l'hyperthyroïdie s'accompagne d'un taux d'anticorps, donc les TPO, les anti-TPO. Donc, évidemment, quand il y a pour moi une hyperthyroïdie, c'est logique, votre médecin il va conseiller une TSH, T3, T4, mais aussi les anti-TPO et les anti-TG, qui, eux, vont nous indiquer s'il y a aussi de l'auto-immunité. Donc, c'est les antithyroglobulines. Donc, ça, c'est indispensable aussi à faire en cas de suspicion de maladie de Basedow et de celle d'Hashimoto.
En hyperthyroïdie aussi, on va avoir la iatrogène. Donc la iatrogène, c'est souvent ce que je vous disais, dû à plutôt une intervention, extérieure, plutôt médicale, dans un traitement médical, intervention chirurgicale, voire même, les examens, comment ça s'appelle? Avec les produits de contraste, qui sont très, très, iodés. Mais c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps. Alors ça peut si jamais, vous êtes malheureusement dans une maladie longue qui nécessite, quand même, beaucoup de ces traitements-là. Et si vous avez des traitements allopathiques qui vont contenir justement, des éléments, iodés et cetera. Alors, pas que iodé, hein, il n'y a pas que ça, on le sait bien, il y a tous les rayons, les chimios, les trucs. Bon, bref, il y a plusieurs aussi types de problèmes, enfin, d'éléments médicaux qui peuvent venir interférer sur la thyroïde. En plus, enfin, la thyroïde, c'est un organe qui est, enfin, c'est un organe, c'est une glande, mais qui est quand même assez fragile, en fait, à l'instar de notre adaptation aussi. C'est-à-dire que quand on teste votre TSH, si on fait votre TSH aujourd'hui et qu'on la refait dans une semaine, si dans une semaine, avant, vous êtes pris la tête avec votre mari ou votre femme ou peu importe, avec votre entreprise, que vous avez un gros truc qui vient de tomber, peut-être que votre thyroïde, elle sera pas la même. Tout simplement parce que c'est vraiment une action générale, hypophyse, hypothalamus, surrénale et glande thyroïde, qui viennent faire ce travail d'ensemble, en fait. C'est vraiment un orchestre, c'est une synergie. Et elle ne va pas agir seule dans son coin. Donc, vraiment, la détacher du reste du corps et ignorer les autres fonctionnements, c'est voué à l'échec, en fait. Voilà. Et on va voir que le foie, d'ailleurs, il a un énorme impact et un énorme enjeu avec la thyroïde. Il y a aussi l'hyperthyroïdie postpartum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça apparaît dans les premiers mois qui suivent l'accouchement en général. Elle est fréquente et elle reste complètement bénigne, au même titre qu'on peut développer de l'hypothyroïdie pendant la grossesse, donc souvent qui va être accompagnée d'un traitement allopathique et on va dire et, pas ou, mais et d'un traitement en tout cas d'un accompagnement avec de l'iode, de la thyroïdine éventuellement pour venir aussi stimuler naturellement la thyroïde. Alors là, pour le coup, l'hyperthyroïdie postpartum n'est pas forcément traitée parce qu'elle évolue naturellement vers un euthyroïde. Donc le thyroïde, c'est le fonctionnement normal, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a le thyroïde entre les deux, qui est le fonctionnement normal de la thyroïde qui vient se stabiliser quand même assez naturellement. Elle peut être aussi aggravée dans la difficulté justement postpartum, avec de l'anxiété, de la dépression postpartum, dont on parle de plus en plus aujourd'hui, qui est de moins en moins ignorée. Donc, ne pas ignorer non plus. Et justement, je vais enchaîner sur l'hyperthyroïdie hépatique. Alors, l'hyperthyroïdie hépatique est encore appelée hyperthyroïdie AT3 parce qu'en fait, c'est dû à un problème au niveau du foie perturbé par plein de raisons. Ça peut être une maladie, ça peut être beaucoup de choses, maladie du foie, traitement, etc. Mais des fois, on ne sait pas, ça peut être une infection, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Et ça, de toute façon, c'est déterminé avec un médecin ou à l'hôpital. Et ça va venir bloquer ou limiter la conversion des hormones T4 en T3. Et ça, c'est quand même assez particulier. Donc, de toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, ça a été déterminé forcément par une prise de sang. Donc, ou si c'est peut-être éventuellement votre cas, que vous avez une maladie du foie, une maladie hépatique, etc., je vous conseille de vous retourner en tout cas vers votre médecin. En tout cas, d'un point de vue bio, l'ensemble des taux de TSH et de T4 est bon. C'est vraiment la T3 qui est en excès et qui elle-même est en excès produite par le foie. Donc, c'est vraiment très particulier. Il y a quand même très peu de monde qui sont atteints de cela. Mais de manière générale, il faut quand même régler le dysfonctionnement hépatique déjà, mais de manière générale, pour toutes les hyperthyroïdies, il y a quand même ce lien avec le foie où il va quand même être le chef d'orchestre hormonal aussi du corps. Donc quand il va être chargé de boue biliaire, de graisse, bref, de toxines, parce que c'est son rôle, il filtre le sang toutes les 3 minutes, et il a aussi ce rôle vraiment de chef d'orchestre hormonal,
Donc forcément, il va être lui aussi, il va faire partie de cet orchestre-là et il va falloir aussi le prendre en compte. Alors, je vais vous expliquer justement pourquoi à certains stades d'hyperthyroïdie, il ne faudra pas traiter son foie. Parce que je trouve que pour l'hyperthyroïdie, on voit tout et son contraire. Et il y a vraiment des personnes qui sont très irritées avec un tableau symptomatique très fort et très important, qui doivent foncièrement éviter certaines choses. Donc, je vous en parlerai de toute façon à la fin dans les solutions. Mais le foie fait partie intégrante des choses à venir réguler, justement, quand il y a de l'hyperthyroïdie, mais aussi de l'hypothyroïdie et aussi de l'auto-immunité, évidemment. Donc j'ai parlé un petit peu de la thyroïdite de Kervin. Je vais pas trop m'attarder parce qu'en fait, en soi, c'est viral et ça passe, donc ça peut apparaître, pardon, suite à une patho ORL qui vient affecter les voies respiratoires, grippe, sinusite, pharyngite, bronchite, tout ça, et c'est vraiment viral. C'est vraiment un aspect infectieux et non pas endocrinien. Donc ça à bien prendre en compte, à faire vérifier aussi à ce moment-là. De toute façon, ça passe et le médecin, c'est pour ça qu'il vous refait faire une TSH 3 mois après. Si la TSH est revenue à la normale, on ne se pose pas de questions, c'était viral et souvent ça revient très facilement. Donc souvent, c'est traité avec des anti-inflammatoires, clairement, ou de la cortisone, en fonction de la pathologie et de la gravité aussi de l'infection ORL en question. Je vais vous parler un petit peu, parce que là, je suis un peu passée sur tous les types d'hyperthyroïdie. Après, vous imaginez que je ne peux pas rentrer dans tous les détails et que de toute façon, ce n'est pas à viser où je vais répondre à des questions personnelles et je ne peux pas en fait parler absolument de tous les axes. Mais en tout cas, pour moi, il y a des axes qui vont être extrêmement importants à prendre en compte. Et déjà, je vais vous parler de la vision de la médecine chinoise. Et j'espère en fait que ça va vous aider un petit peu à comprendre aussi votre problématique parce que moi, j'aime bien la médecine chinoise aussi dans le sens où on peut s'imaginer ce qui va se passer dans le corps. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu infantilisé quelque part au niveau de la compréhension de ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et du coup, j'aime bien parce que ça permet aux personnes de comprendre aussi ce qui se passe. Alors, pour les hyperthyroïdies, notamment, alors j'exclus celles qui sont alors, de type post-accouchement, de type viral. Donc là, je vais vraiment parler de type d'auto-immunité. Et je vais parler également d'excès d'iode, parce que je ne vous l'ai pas dit aussi, mais ça peut être... Alors, on a parlé d'excès d'iode par des traitements, mais il n'y a pas que les traitements, hein. Ça peut être un excès d'iode, typiquement des gens qui prennent, je sais pas, de l'hyper, de l'eau de Quinton hyper, et du coup, ils vont en prendre beaucoup trop, ils vont en mettre dans le nez, ils vont en prendre en permanence. Et bah, du coup, ça, ou un excès d'ailleurs de d'iode de table, hein, des choses comme ça. Tout ça, ça peut créer un excès d'iode dans le corps. Donc, on va voir un petit peu en tout cas, le protocole que je vous ai fait pour ça. Mais en tout cas, je l'inclus quand même dedans. Effectivement, j'inclus la maladie de base d'eau. Donc, je vais vous parler un petit peu de la version médecine chinoise. Alors, ce qui se passe en médecine chinoise, c'est qu'il va y avoir un excès d'énergie au niveau des reins et des surrénales, en gros. Soit par adaptation, soit avec l'alimentation, c'est-à-dire l'excès d'iode, de fruits de mer, voilà, tout ça en fait rentre en compte dans l'excès. Mais aussi, ça peut être un tempérament, c'est-à-dire que vous pouvez déjà de base avoir cet aspect hyperthyroïdique. Alors pas forcément clinique, mais des gens peut-être souvent pressés, un peu dans l'excès d'énergie. Je vois bien les nerveux en fait dans le profil des tempéraments naturopathiques parce que eux, ils sont vraiment susceptibles de développer ce genre de problématiques. Donc ça peut être aussi votre tempérament de base. Mais aussi, ça peut être dû à de la suradaptation de manière générale, donc soit post-traumatique, soit stress chronique, mais aussi de la suradaptation de l'enfance. Je le vois sur des personnes qui ont dû se suradapter très vite, très tôt, beaucoup, parce qu'il y a des violences familiales, parce qu'il y a eu... Et bien en fait, ces personnes-là, elles auront déjà comme un terrain
prédisposé quelque part. Alors, moi, je suis vraiment de la team, heu, on développe aussi des problématiques physiques, quand, on va avoir une émotion qui n'est pas, drainée. Mais dans le cas évidemment d'une personne qui n'a jamais eu d'hyperthyroïdie et qui attrape un virus ou qui fait un IRM à plusieurs répétitions pour des raisons de santé et qui augmente, enfin, où il y a une augmentation de la TSH et du tableau symptomatique, là, c'est vraiment passager parce qu'il y a eu quelque chose vraiment d'extérieur. En tout cas, tout ce qui est base d'eau, clairement, pour moi, c'est ça. C'est vraiment une difficulté à s'adapter. C'est marrant, je me rappelle, il y a quelques années, quand je travaillais sur un cabinet sur Hyères, je vivais dans le sud de la France. J'ai une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle avait eu de l'hyperthyroïdie et après de l'hypothyroïdie. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon fort intérieur, bon, c'était qui tout double, ça passait ou ça passait pas, je lui ai dit: «Quand est-ce que vous avez perdu votre mari?» Et du coup, je m'y attends. Quelque part, j'étais un peu sûre de moi, mais elle me dit: «Oui, effectivement, c'est arrivé à ce moment-là». Et quand elle a perdu son mari, c'était vraiment, soudain. En fait, c'était un accident, c'était pas une maladie longue, quelque chose de prévu quelque part, on s'y attend. Et souvent, l'hyperthyroïdie, c'est aussi ça, c'est aussi un choc émotionnel, ça peut être un accident. Moi, typiquement, ça s'est développé après un accident de voiture et tout de suite après, j'ai eu un autre accident, physique, voilà, qui a nécessité opération et cetera. Et en fait, ça peut développer, de l'hyperthyroïdie, hypermétabolisme, hyperadaptation, en fait, chez la personne. Et on le voit bien dans le tableau symptomatique, la personne, elle est hyper vigilante aussi. On le voit bien, elle est comme ça, quoi. Elle a vraiment les yeux grands ouverts. D'ailleurs, on le voit aussi dans certains tableaux cliniques de Hashimoto, base d'eau, etc. Vraiment avec les yeux quand même assez globuleux, comme s'ils voulaient un petit peu sortir de leur orbite. Et on est vraiment sur de la peur, quoi. Donc, en tout cas, en médecine chinoise, l'organe qui est relié à un excès de fonctionnement de la thyroïde, c'est les reins et les surrénales. Donc, on parle d'excès du yang des reins, mais ça comprend aussi les surrénales. Après, eux n'avaient pas ce terme-là, donc on parle des reins de manière générale, mais j'inclus aussi les surrénales à l'intérieur, qui est en plus notre, pour les Chinois, notre, ouais, notre réserve d'énergie, en fait. Donc, quand cette énergie-là, elle est plus contenue dans les surrénales, en fait, elle va venir s'échapper, s'éparpiller. Donc, l'énergie, elle va monter. C'est ce qui va vraiment créer ce côté très particulier de l'hyperthyroïdique. Et elle va venir justement chauffer et augmenter le travail thyroïdien, donc hyperthyroïdie. Alors évidemment, c'est avec les mots de la médecine chinoise d'il y a 5000 ans. Aujourd'hui, on peut le déterminer de manière clinique, mais moi, j'aime bien aussi cette version-là, qui n'est pas du tout antinomique avec la version clinique, c'est juste qu'on peut associer carrément directement les deux. Donc cet excès du yang, il va provoquer quelque part un peu une dilatation, une chaleur qui va emmener le foie avec. Et donc il y a souvent un excès du yang du foie. Donc c'est des personnes qui peuvent être colériques, impatientes, très dynamiques. Si on n'est pas au même niveau qu'eux, qu'on n'est pas aussi dynamique qu'eux, ça peut être un problème. Ça peut être des gens extrêmement impatients, mais avec aussi tout le panel de difficultés de sommeil, de tachycardie, de difficultés, de problématiques de métabolisation des graisses. Ces personnes-là, elles ont l'impression de rien garder. C'est comme si elles cramaient tout, elles brûlent tout, en fait. C'est parce qu'il y a une augmentation du yang du rein qui va emmener une augmentation du yang du foie. Alors, ça peut créer plein d'autres déséquilibres aussi, un excès de la rate qui va mettre à mal l'estomac. Enfin bref, il peut y avoir pas mal de choses aussi qui peuvent venir se greffer, mais en tout cas, la base de la base, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va venir faire descendre et baisser l'énergie.
Souvent, les hyperthyroïdiques, ils me disent: «Mais moi, je connais pas ce truc de repos». C'est comme si l'énergie, elle était toujours là dans leur tête et puis c'est des gens qui, voilà, qui en plus, qui arrivent beaucoup à faire des projets, qui ont quand même beaucoup d'énergie. Alors pas pour tous, hein, parce que dans l'auto-immunité, dans l'aspect viral et tout, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui sont dans la chronicité, c'est aussi ça. Mais il y a vraiment ce truc antinomique de fatigue parce qu'il y a pas suffisamment de sommeil. Donc le but, c'est vraiment de renverser la vapeur. Donc, on va, en médecine chinoise, vraiment recentrer l'énergie, faire rebaisser l'énergie, redescendre l'énergie. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui exprime très bien ça, et j'en ai beaucoup parlé cet hiver quand j'ai fait les webinaires sur le rein, sur les reins, pardon, et l'énergie du rein. C'est ce qui est bon pour la structure est mauvais pour l'énergie, et ce qui est bon pour l'énergie est mauvais pour la structure. Je m'explique. Ce qui est bon pour l'énergie, du coup, c'est tout ce qui est vraiment chaud, qui va venir dilater, qui va venir faire augmenter l'énergie, donc le gingembre, toutes les épices très chaudes, ça va être, oui, les plats épicés, ça va être vraiment tout ce qui est stimulant, toutes les plantes stimulantes. Parce qu'en fait, le café, le thé, et cetera. Donc ça va vraiment venir faire diffuser l'énergie, donc forcément, on a plus d'énergie. Par contre, quand l'énergie, elle est très concentrée, on en a beaucoup moins. Donc ce qui est bon pour la structure du rein est mauvais pour son énergie. Donc ce qui est bon pour la structure, on ramène au rein, et c'est mauvais pour l'énergie, et vice-versa. Donc l'idée avec un hyperthyroïdique, c'est qu'il y a trop d'énergie qui s'est échappée quelque part. Donc on va venir recentrer l'énergie au centre. Alors, vous allez me dire: «Oui, il y a le yoga, oui, il y a tout ça». Alors certes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, avant d'être hyperthyroïdique, j'ai fait 9 ans de yoga Ashtanga. Honnêtement, quand j'étais atteinte d'hyperthyroïdie, j'avais beau faire tout le yoga Ashtanga que je voulais, ça ne fonctionnait pas parce qu'après, c'est vraiment hormonal. C'est, dans votre corps, c'est vraiment votre tableau symptomatique, c'est clinique, en fait. Donc, il faut agir, au niveau tout simplement, compléments alimentaires, traitements en tout genre en fonction de ce que va vous dire aussi votre médecin. Donc voilà, le yoga, la détente et cetera va favoriser, mais c'est jamais une solution en cas d'hyperthyroïdie. En tout cas, c'est pas une vraie solution qui va, amener réellement à revenir à des résultats cliniques normaux et à un tableau, symptomatique, normal, en fait. Même si ça peut, aider, c'est pas ça qui va être, voilà, vraiment, la source, quoi. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu d'alimentation. Donc, je vous ai parlé un peu de cette vision de la médecine chinoise, et vous allez comprendre, en fait, pourquoi je vous ai parlé de la vision de la médecine chinoise en premier, parce que je vais vous parler un petit peu de plantes chinoises. Donc l'alimentation. Pour un hyperthyroïdique avec vraiment un tableau symptomatique, un tempérament nerveux, donc qui va être fin, qui aura tendance à être, oui, à être vraiment mince, à brûler, ces personnes-là, elles auront, besoin de chaleur parce qu'on aura besoin de nourrir justement les reins. Elles auront besoin, alors même si elles produisent beaucoup de chaleur et qu'elles ont chaud, alors dans ces cas-là, elles peuvent faire des bains dérivatifs, notamment la nuit. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. Donc la nuit, de faire des bains dérivatifs parce que sinon, en fait, on a tout le temps chaud, quoi, et surtout la nuit. D'ailleurs, souvent des personnes qui me disent: «À 1 heure du matin, je me réveille, je suis en transe. À 3 heures du matin, je me réveille, je suis en transe», donc l'heure du foie, l'heure du rein en médecine chinoise. Donc des bains dérivatifs la nuit ou même le jour, pas de souci. Par contre, jamais sur le bas du dos. Donc si on met de la chaleur, c'est plutôt sur les reins, mais on peut consommer une alimentation chaude pour nourrir le rein et sa structure. Ensuite, on va consommer plutôt des choses protéinées et grasses, donc structurantes. Parce qu'en fait, le fait d'être dans l'hypermétabolisme va brûler. Donc, c'est la porte d'entrée aussi à plein de problématiques tendineuses, musculaires, d'hyperperméabilité intestinale. Donc, l'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire: «Ouh là là, je vais faire des jus et manger cru». Très grosse erreur en cas d'hyperthyroïdie. Très, très grosse erreur, et je vous le dis parce que je l'ai fait, et à partir du moment où j'ai changé ça, où j'ai vraiment compris que c'était l'inverse qu'il fallait faire, effectivement, la thyroïde, s'est aussi calmée, et l'excès du rein s'est aussi calmé, mais ça prend du temps.
Ça marche vraiment par étapes, hein. Là, vous même si vous mettez ça en place, c'est pas dans une semaine que ça va vraiment venir se réguler, quoi. Donc plutôt une alimentation chaude, protéinée, plutôt, dense, on va dire ça comme ça. Alors je vous dis pas de faire une raclette, tous les jours, hein, pas du tout. Mais par exemple, vous pouvez consommer du bouillon d'os. Parce que le bouillon d'os, il va contenir, bah, pas mal de collagène, il va contenir des protéines et il va s'assurer aussi, grâce aux acides aminés, que la structure de l'intestin garde toute son intégrité. Et c'est le problème avec l'hyperthyroïdie, c'est qu'on brûle de l'intérieur, clairement. Donc, tout ce qui finit en "ite" dans le corps, voilà, cystite, voilà, tout ça, vous pouvez donc inflammatoire, vous pouvez considérer que vous pouvez en faire aussi avec de l'hyperthyroïdie. Donc, on va essayer justement, d'éviter certaines problématiques que va engendrer l'hyperthyroïdie. Donc là, les conseils alimentaires sont pas pour, calmer l'hyperthyroïdie, mais les problématiques, les conséquences du tableau symptomatique associé. Donc je disais surtout pas de jus ou de crudité en excès, parce qu'il y a aussi, avec l'hyperthyroïdie, l'aspect, digestif et intestinal avec les diarrhées. Donc clairement, c'est complètement déconseillé, oui, pour les jus, mais dans l'alimentation, donc dans un repas, pas en dehors d'un repas. Typiquement, un hypothyroïdique, un hypométabolique, oui, il peut le faire, mais pas un hypermétabolique. Alors certes, l'hypermétabolique va beaucoup brûler, donc il aura besoin quand même de se recharger derrière, notamment en vitamines, en minéraux. Alors minéraux, attention, point trop n'en faut, parce que ça stimule aussi le métabolisme. Donc vitamines, acides aminés surtout, donc c'est pour ça que je vous parlais aussi beaucoup de protéines qui vont être extrêmement importantes en cas d'hyperthyroïdie. Et si on s'en passe et qu'on a un régime vegan, très clairement, là, c'est la catastrophe, hein. Alors voilà, je remets pas du tout en cause, le fait que certaines personnes soient véganes, ça chacun fait ce qu'il veut, mais dans cette problématique-là, ça peut clairement être un gros problème. Donc voilà. Donc pour les diarrhées, je vais vous parler un peu de ce qu'on va faire après au niveau intestinal et digestif, parce que vous imaginez que c'est un petit peu c'est quand même un peu ma formation de base et vraiment mon cœur de métier, donc les pathologies intestinales et digestives. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce moment-là. Pour les compléments, l'erreur aussi à ne pas faire, c'est vraiment trop de détox. Parce que j'ai des personnes du coup qui disent: «Ouh là là, faut que je détoxe, faut que je détoxe». Surtout l'erreur à ne pas faire, c'est les détox et pire du pire, surtout ne faites pas ça si vous avez de l'hyperthyroïdie. Évidemment de la prise d'iode, sauf dans certaines hyperthyroïdies, mais là j'en parlerai pas parce que ça va devenir trop complexe, donc on dit non. Tout ce qui est aussi, L-tyrosine évidemment, parce que ça augmente le métabolisme thyroïdien, donc vous imaginez que c'est pas du tout adapté. Et aussi toutes les détox en fait qui vont aussi stimuler le métabolisme. Voilà, faut vraiment éviter. Et puis aussi le fait de sauter des repas. Alors, pourquoi? Parce que le système, quand il est en hyper, en fait, tout est accéléré. Donc aussi le métabolisme du sucre. Donc en fait, vous avez besoin de manger en plus petite quantité, mais plus souvent. Et c'est pareil pour les excès de cortisol. De toute façon, quand il y a une hyper, il y a souvent un excès de cortisol avec, sauf si c'est viral, sauf si c'est postpartum. Après, c'est à voir en fonction de comment ça s'est passé pendant la grossesse. Mais voilà, c'est effectivement, il n'y a pas toujours cet excès de cortisol, mais pour la plupart, base d'eau, et cetera, oui, il y a un excès de cortisol, post-traumatique, stress chronique, et cetera. Donc, surtout à ne pas négliger de sauter des repas et de faire un jeûne ou un jeûne intermittent en cas d'hypermétabolisme. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout conseillé. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont pro-jeûne, vous faites comme vous voulez, mais ça a été prouvé par A plus B qu'au niveau
du métabolisme hormonal, ça peut être vraiment extrêmement catastrophique. Donc déjà, régler cette problématique-là, en tout cas équilibrer-la, parce qu'on ne peut pas toujours la régler, comme on l'a vu avant. Donc déjà, l'équilibrer, et ensuite, vous pourrez faire des choses un peu extrêmes dans votre alimentation, notamment du jeûne. Mais on ne fait pas tout en même temps. Le corps, après, il ne va rien comprendre. L'augmentation, alors il faut savoir que de toute façon, le fait de se priver de manger, ou le fait de même juste sauter un repas, augmente le cortisol, parce qu'en fait, il va y avoir une adaptation en fait, au niveau du corps, une suradaptation au niveau du corps. C'est un mécanisme normal du corps. Donc, le fait déjà d'avoir un cortisol super élevé, je crois que je l'avais déjà dit dans tout ce qui était stress chronique, le fait d'avoir déjà un cortisol super élevé, ça mène à la catastrophe. C'est comme le fait de ne pas consommer de protéines. Dans une hyperthyroïdie, c'est la catastrophe, parce que les protéines vont être indispensables pour après, en fait, les protéines vont, à la fin de la digestion, se transformer en acides aminés, et c'est elles qui vont être aussi responsables de l'entretien des muscles, des tendons, de l'intégrité des tissus, des muqueuses, etc. Donc, indispensable. Je vais rentrer un petit peu dans tout ce qui est, dans tout ce que vous pouvez faire, en fait, en termes de compléments alimentaires. Alors déjà, clairement, s'il y a de l'anémie, on règle l'anémie. Voilà, c'est la première chose à faire. Pour le faire, alors il y a pas mal d'options. Moi, en général, j'accompagne sur 2 choses. Alors, on peut commencer avec du fer, par exemple, type catalion, parce que c'est un fer qui est extrêmement bien assimilé, parce qu'il n'est pas digéré. C'est une forme liquide qui va être directement attrapée par les enzymes de l'estomac, et donc elle ne va pas être digérée. Donc toutes les personnes qui ont des compléments alimentaires ou des médicaments à base de fer et qui ont des douleurs au ventre et où ça marche pas, et où, bref, il y a plein de symptômes associés, essayez ça parce que ça marche vraiment du feu de Dieu. Donc c'est le Catalion, le fer Catalion, la marque Catalion. Et vous pouvez l'associer notamment à Ferrum Metallicum, voilà, éventuellement pour travailler, si vous avez cette anémie depuis très longtemps, pour travailler sur l'aspect informationnel. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Il y a le fameux Floradix. Après, les résidus ferreux qu'il y a à l'intérieur, moi, je les trouve moins bien et peut-être plus inflammatoires. Donc voilà, parce que le fer, ça peut être assez inflammatoire, donc attention. Évidemment, on va parler du magnésium, parce que en fait, un hyper va énormément pomper dans tout ce qui est magnésium et dans tout ce qui est graisse. Donc les omégas notamment, donc attention au système nerveux et au cerveau aussi quand on est hyperthyroïdique. Donc des omégas, n'hésitez pas à prendre des omégas et du magnésium en quantité et avec les chaînes différentes d'oméga. Donc prenez du végétal, prenez de l'animal, donc foie de morue, krill, oméga 3, 6, 9, végétal, etc. Voilà, je vous conseille vraiment de faire le complexe, parce que ce sont des chaînes différentes qui vont vous apporter des acides gras différents. Évidemment, quand il y a de l'anémie, on va toujours regarder au niveau des folates, donc les vitamines du groupe B et notamment la B12, parce que souvent, quand j'ai des personnes qui sont atteintes d'hyperthyroïdie, qui ont une baisse de fer, elles ont aussi une baisse de B12. Le boulot aussi des médecins, ce qu'ils font quand même souvent, c'est qu'ils vont regarder s'il n'y a pas une problématique d'assimilation de la B12 au niveau de l'estomac. Et quand ça, c'est mis de côté, vraiment, on peut voir que c'est une anémie aussi. Donc, on va le combler avec un complément alimentaire. Donc, évidemment, pour la B12, alors je ne sais plus c'était pourquoi, non, c'était une vidéo que j'avais fait où j'expliquais les différents types de B12. Alors, je le ferai plus en profondeur la prochaine fois, parce qu'en fait, je vais faire sur le tempérament nerveux qui suit bien justement sur l'hyperthyroïdie. Donc, je vais parler un petit peu des différentes formes de B12, mais là, ça va prendre trop de temps, donc je ne vais pas le faire maintenant. Et elles ne vont pas agir de la même manière. Déjà, pour moi, la cyanocobalamine en gélule, ça ne sert à rien, clairement. Donc, plutôt aller sur des méthylés, donc méthylcobalamine. Et le mieux, c'est en liquide, parce que tout simplement, c'est déjà votre bouche qui va commencer à assimiler la B12 par les enzymes. Donc, vous le laissez quelques secondes dans la bouche et ensuite, vous l'avalez. J'ai le retour d'une dame qui avait eu une anémie B12 et aussi du fer
assez catastrophique, hein, on va pas se le cacher et même avec enfin, le médecin avait donné de la cyanocobalamin du coup, parce que c'était les cyanocobalamines injectables, mais aussi qu'on peut prendre en buccal et ça n'avait pas fonctionné ou très, très peu et quand, je lui ai conseillé justement de prendre cette B12-là en liquide, alors je ne remets pas du tout voilà, ce qu'a déterminé le médecin, mais il ne devait pas savoir les différentes peut-être formes qui existaient de B12. Et en tout cas, pour sa problématique, elle avait plus besoin d'une méthylcobalamine. Et quand elle a pris la méthylcobalamine, elle est passée de 80 à 1002, je crois, en B12. Donc, c'était assez fulgurant, on va dire ça comme ça. Donc, vraiment, la forme, elle peut tout changer pour l'assimilation et l'augmentation après au niveau sanguin. Les superaliments de type spiruline, parce qu'évidemment, comme un hyperthyroïdie qui brûle tout, il va falloir recharger derrière. Et aussi pour la perte de poids et la fente musculaire, je vais conseiller la L-carnitine. Obligatoire surtout quand il y a une fonte musculaire. Pour les intestins, alors les intestins, le bouillon d'os, clairement, pour moi, c'est le best pour les intestins. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire en plus de probiotiques ou de symbiotiques que vous allez prendre, ou même en plus de la glutamine que vous allez prendre. Par contre, c'est au choix, c'est soit du collagène, soit du bouillon d'os. Hein. Vous ne faites pas les deux, parce que le bouillon d'os, il est déjà blindé de collagène. Donc, soit du bouillon d'os. Alors, moi, j'adore la marque Jarmino. Je l'ai découvert il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. C'est une marque allemande, en fait, qui fait différents types de bouillons d'os. Et en fait, ils sont issus d'os de vaches labellisés bio. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'ailleurs de collagène, de bouillon d'os, pardon. Il va y en avoir à base de poulet, il va y en avoir à base de bovin, il va y en avoir en mélangé, il y a du végétal également. Et en fait, les os qui sont issus des bouillons, peu importe l'animal, sont tous réglementés, tracés, locales si possible. Vraiment, Jarmino, c'est une marque très, très, très clean. Et il faut un bouillon d'os d'exception. Donc, ça fait comme du miel, en fait. Vous allez mettre une cuillère dans de l'eau. Ça va faire comme un bouillon. Ma mère appelait ça la soupe à la viande. Donc, vous allez mettre un petit peu, si vous voulez, de l'huile d'olive pour rajouter un corps gras, voilà, peut-être un peu d'épices, des choses comme ça. Et ça vous fait vraiment un bouillon que vous pouvez consommer en début de repas et ça va être très, très concentré en collagène, en acides aminés et aussi un petit peu moins concentré quand même, mais concentré quand même en protéines. Il y a le collagène, si jamais vous ne voulez pas prendre de bouillon d'os, donc du collagène, alors soit d'origine bovine, soit d'origine végétale, mais pas d'origine marine, parce que vous avez déjà de l'hyperthyroïdie, donc le collagène d'origine marine contient des traces d'iode, donc on va éviter d'en rajouter, surtout s'il y a un excès d'iode. La glutamine aussi, qui est un acide aminé. Alors, soit vous consommez des mélanges d'acides aminés, soit vous consommez du collagène, soit vous consommez des bouillons d'os. Mais pour les personnes vraiment qui veulent entretenir leur intestin, donc qui déjà de base ont un syndrome d'intestin irritable, on va consommer de la glutamine. Alors, la glutamine, c'est pareil, pas en excès, sur 3 mois, et on n'en prend pas 3 tonnes non plus. Alors, il faut en prendre au moins minimum entre 2 à 3 grammes pour que ça fonctionne. Mais voilà, toute proportion est gardée, on ne le fait pas sur 5 ans non plus, quoi. Voilà, on change en tout cas de source. Et évidemment, des probiotiques et symbiotiques. Voilà, donc là, moi, je conseille souvent ceux de la marque de chez Global Healing Center, qui sont des sources assez naturelles, d'ailleurs, issues de la terre, de la synergie qu'on trouve dans la terre. Donc, c'est des très bons probiotiques. Mais alors, les probiotiques, moi, honnêtement, je ne vais pas m'étaler parce que c'est un peu ma spécialité. Donc, les probiotiques, c'est chacun sa dysbiose, chacun son déséquilibre. Donc, voilà, je veux pas. Là, c'est vraiment une très grande généralité que je fais en fonction de la dysbiose que vous avez développée à cause de l'hyperthyroïdie. Ou peut-être que vous n'avez pas de dysbiose, et tant mieux pour vous, mais très souvent, il y a quand même une accélération du système digestif. Il faudra adapter des symbiotiques, mais en tout cas, ceux-là, les probiotiques, pardon, de chez Global Healing sont quand même assez vastes. Ils sont très adaptables. Je voulais aussi vous parler un petit peu du nettoyage du foie, parce qu'effectivement, on peut nettoyer son foie à ces moments-là. Par contre, on ne nettoie pas son foie quand sa TSH elle est cata en bas. Donc vraiment, quand on est dans des phases d'hyper.
parce que c'est pas le moment, en fait. Déjà, on s'occupe de faire baisser un petit peu sa TSH, on va voir le médecin, on fait tous les examens, se ruer sur les détox, et cetera, c'est une très mauvaise idée. On restructure, on abaisse, on prend des choses calmantes. Je vais vous en parler après de la phyto, justement. On va prendre des choses plutôt calmantes et ensuite, on va venir s'occuper de la détox, mais c'est vraiment, vraiment après. Parce que vous allez voir que le fait de détoxifier son foie, des fois, ça va augmenter en plus le travail de l'hyperthyroïdie, quoi. Surtout si il y a un surtout s'il y a un excès de T3 dans le foie. Il faut d'abord réguler et après on va venir nettoyer. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Alors pourquoi aussi? Parce qu'en médecine chinoise, on va venir augmenter le yang du foie. Et nous, on ne veut pas l'augmenter. Et toutes les plantes nettoyantes du foie vont augmenter le yang du foie. Donc des gens déjà énervés de base, un peu surstimulés, colériques, dans les profils colériques et nerveux, dans les tempéraments naturopathiques, clairement, c'est non. Ou si vous nettoyez votre foie, c'est l'été, et certainement pas le printemps. D'ailleurs, personne nulle part n'a dit il faut nettoyer son foie au printemps. En médecine chinoise, il est dit qu'un vide de foie, et notamment un vide du yang, peut être traité avec des plantes pour le foie, mais un excès du yang, au printemps, donc un excès du yang du bois, justement, avec ces plantes-là, va favoriser cet excès. Donc, on va plutôt consommer d'autres choses, donc notamment la jujube. Donc attention à ce qu'on entend, toute proportion gardée en fonction du tempérament de la personne, de son profil, voilà, il n'y a pas, pour moi c'est trop généraliste en fait. Dire il faut nettoyer son foie au printemps, ouais, mais pour qui, pourquoi, comment, quelle technique en fait aussi, parce qu'il existe énormément de choses. Donc éventuellement, si on doit quand même nettoyer son foie pour une hyperthyroïdie, qu'on doit quand même là passer par cette phase-là, je conseille l'huile de Harlem. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais c'est un très vieux médicament. Je ne dis pas de conneries, il doit dater de 1700 ou de 1800 quelque chose. Quand je dis qu'il est vieux, il est vraiment vieux. Donc je vous dis que c'était un médicament, parce qu'à la base, c'était vraiment un médicament. Il a été vendu longtemps en pharmacie d'ailleurs, et il a été longtemps prescrit. Ce qui n'est plus le cas maintenant, on ne le trouve plus non plus dans les pharmacies, sauf dans les parapharmacies qui vont avoir vraiment des compléments alimentaires. Vous pouvez le retrouver dans certains magasins bio. Moi, je bosse avec certains magasins bio, je fais la sélection des compléments alimentaires et c'est quelque chose que je rentre à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va agir à plein de niveaux, donc déjà sur la détox du foie. Et en fait, il faut savoir que particulièrement l'huile de Harlem, qui a un mélange de soufre liquide avec de l'huile essentielle de térébenthine, va faire baisser la TSH. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, ça marche vraiment bien. C'est pour ça que les hypothyroïdiques, il ne faut jamais qu'ils prennent de l'huile de Harlem. Même quand ils sont malades, on va leur donner autre chose. On peut éventuellement leur donner de l'huile essentielle de térébenthine seule. Mais je ne vais pas leur donner cette association-là où ils peuvent prendre du soufre d'une autre marque, par exemple Catalion ou peu importe, ou un dérivé d'acide aminé soufré. Mais pas l'huile de Harlem. Vraiment, l'huile de Harlem, c'est pour les hyperthyroïdiques. Et je vous assure, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, si on veut commencer à nettoyer un petit peu son foie, tout en faisant baisser un petit peu sa thyroïde, on peut prendre de l'huile de Harlem. Évidemment, à voir si vous avez d'autres problématiques ou d'autres pathologies qui indiquent de ne pas prendre de soufre. On va finir avec la phytothérapie que j'ai déclinée en deux choses, deux aspects. Le sommeil et vraiment l'hyperthyroïdie, donc les symptômes liés à l'hyperthyroïdie. Donc le sommeil, j'ai sélectionné la valériane et la jujube. Pourquoi? Parce que la valériane, elle va aussi ralentir, c'est un vrai sédatif également du système nerveux, et elle va vraiment avoir cette fonction. Alors, elle n'est pas vraiment considérée comme une adaptogène, mais elle va quand même travailler sur la fonction adaptogène surrénalienne. Donc, les personnes qui ont une activité surrénalienne excessive, d'ailleurs, je l'ai senti en tant qu'hyperthyroïdique et je le vois chez les personnes du coup qui viennent me voir pour de l'hyperthyroïdie, elles vont vraiment me dire je dors sans dormir. Il y a vraiment ce truc c'est comme si la machine, elle s'arrêtait pas, en fait. Et donc, il y a vraiment ce truc on a l'impression de courir un marathon alors qu'on est quand même censé dormir. Donc, il n'y a pas ce truc de repos. Donc, évidemment, le nerf vague, indispensable. On fait les exercices du nerf vague. On fait en sorte de calmer le nerf vague, de faire tout ce qui est possible de faire pour le passage en parasympathique. Ça, je vous en parlerai dans prochain webinaire pour les nerveux.
Et la deuxième plante pour le sommeil, c'est la jujube. Alors la jujube, moi j'adore. Pour les hyperthyroïdiques, les hypermétaboliques, les nerveux, les colériques, vraiment la jujube, c'est incroyable. La jujube, elle va avoir cette capacité d'aider à la restructuration du rein, de faire redescendre l'énergie, de garder l'énergie au niveau du rein. D'ailleurs, on la donne en pâteau rénal quand il y a une dilatation du rein, en médecine chinoise aussi. Donc voilà, pour les excès d'énergie comme ça, la jujube, c'est incroyable. Donc c'est comme une espèce de petite pomme à la base, mais on l'achète séchée, parce qu'en fait, il y en a en Chine, mais ici, c'est très rare qu'on en trouve frais. Donc vous pouvez l'acheter séché et en fait, vous faites une décoction avec et ça va venir vraiment baisser l'énergie. Donc typiquement, ça, moi, c'est la plante, même les 2 plantes qui m'ont réellement aidée pour le sommeil, c'est la valériane et la jujube. Si vous voulez, vous pouvez essayer l'un ou l'autre, mais clairement, si vous êtes dans un état d'hyperthyroïdie et que vous ne dormez pas, moi, je vous conseille de faire les 2. La valériane, d'ailleurs, vous la trouvez sur Santé Détox en liquide. D'ailleurs, je vais vous mettre la liste des plantes que vous allez trouver sur Santé Détox. Pas tous, hein, parce que l'huile de Harlem, typiquement, vous ne le trouverez pas, la jujube non plus. Ni le l'hétérocoque, d'ailleurs, parce que je vais vous en parler après. Et ben du coup, ça, vous le trouverez sur Santé Détox et vous avez une remise de 10% avec le code HIPPO, je crois. Si je me trompe pas, je revérifierai après. Je vous le noterai de toute façon dans la barre juste à droite de discussion. Et évidemment, pour terminer, je pense qu'il y en a plein qui attendent la plante pour faire baisser la TSH drastiquement. Ce qui pour moi n'est pas une solution, parce que du coup, vous ne travaillez que sur le dernier maillon de la chaîne. Donc clairement, vous ne réglerez pas votre problématique en faisant ça, mais en tout cas, ça va venir calmer votre TSH et très certainement votre tableau symptomatique, sauf si vous êtes sur une hyperthyroïdie frustre, c'est le lycope. Donc c'est une plante qui va bloquer la production de T4, tout simplement. Donc du coup, on va réussir à calmer le jeu au niveau de la production d'hormones thyroïdiennes, de tyrosine. Donc, clairement, ça bloque tout ce système, donc ça fait redescendre. Moi, je conseille souvent de prendre des plantes adaptogènes avec, et typiquement du basilic sacré et de l'hétérocoque. Je donne pas d'ashwagandha, je donne pas de ginseng, je donne pas tout ça, même si c'est des plantes adaptogènes, parce que ce sont des plantes adaptogènes à valeur stimulante. Un hypothyroïdique, vous lui donnez de l'ashwagandha, il ne dort pas de la nuit. Donc, on exit ces plantes adaptogènes-là. On se réserve sur basilic sacré, l'hétérocoque. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi que j'avais noté jujube également. Alors ça, vous pouvez le faire même au cours de la journée. Hein. Je vous ai parlé du sommeil tout à l'heure, mais on peut l'utiliser comme ça. Et le safran également. Le safran qui est vraiment une plante adaptogène surrénalienne, qui va en plus aider à la production de sérotonine, de certains neurotransmetteurs, qui en plus, quand on a de l'hypothyroïdie, les neurotransmetteurs, c'est la catastrophe. Hein. Donc voilà, ça fait un peu l'ascenseur. Donc voilà, le fait de prendre du safran, ça peut être aussi une très bonne idée. Donc, je répète, le basilic sacré, le l'hétérocoque, la jujube. Alors, il y en a qui me demandent aussi, alors j'ai pas regardé les commentaires là, parce que du coup, je suis sur toutes les fiches que j'ai fait. Je vais répondre à vos questions après. Non, je ne remettrai pas tout dans les commentaires après, parce que en fait, ce n'est pas pour déterminer un protocole que vous allez faire seul. Dans tous les cas, il faut que vous soyez accompagné et par votre médecin et par un naturopathe. En fait, là, je suis pas en train de vous déterminer un protocole. Ce sont des choses qu'on peut faire. Après, voilà, vous n'allez pas toutes les faire. Il va falloir trouver votre équilibre. Et sachez un truc, vous allez gagner du temps et de l'argent à consulter quelqu'un. Parce qu'en fait, je le vois, hein, j'ai des personnes qui me disent, bah, en fait, j'ai essayé 1000 choses. Il y a plein de compléments alimentaires, ça n'allait pas, c'était pas du tout adapté, ça n'a fait qu'augmenter mon métabolisme. Du coup, c'est des trucs que j'ai dû donner ou que j'ai dû jeter. Donc là, justement, le fait que ce soit ciblé, bah, vous allez avoir vraiment des compléments qui sont complètement adaptés à votre problématique, donc forcément, et un protocole adapté à votre problématique. Donc plus de jetage de produits.
Et puis plus de fausses promesses un petit peu aussi de certains produits, de dire oui, ça va faire ci, ça va faire ça, etc. Et puis finalement, vous prenez pas bien en considération votre aspect hyperthyroïdique. Et du coup, ce sont des plantes en fait qui vont être complètement inadaptées ou des compléments alimentaires autres que de la phyto qui vont être aussi complètement inadaptés. Il y a le moringa aussi, j'ai oublié, en plante adaptogène, en plus, qui est super pour la régulation du sucre dans le sang, parce qu'un hyperthyroïdique, il est hyper métabolique, donc ça va aller très très vite au niveau du sucre dans le sang chez lui. Donc ça permet vraiment la régulation. Donc ça, top le moringa, et je vous le mettrai dans la liste santé détox, parce qu'on en a en liquide qui est très bien. Le Lycop, vous ne le trouvez pas sur Santé Détox. D'ailleurs, c'est assez compliqué d'en avoir. Je crois qu'il y a Herbins qui doit faire du Lycop. Donc, je vous laisserai aller voir après sur Internet. Et la dernière plante dont je voulais vous parler, c'était l'aubépine, qui pour moi va avoir quand même... Alors, c'est pas les mêmes propriétés que la valériane, pas du tout, mais c'est aussi un sédatif du système nerveux. Donc, ça va travailler sur l'hypophyse aussi, ralentir le travail de l'hypophyse, la glande de l'hypophyse, etc. Donc, l'aubépine, très conseillé aussi, typiquement en bourgeon, ça peut être une bonne option. Mais clairement, quand on est hypothyroïdique, c'est pas un complément alimentaire qui va faire toute la différence. C'est vraiment votre hygiène alimentaire, le calme que vous allez pouvoir vous accorder, le ralentissement que vous allez pouvoir vous accorder, le fait de savoir dire non aux autres et le fait aussi de sortir d'une problématique dans laquelle vous devez vous suradapter en permanence. Ça, si on ne sort pas de ça, clairement, l'hyperthyroïdie, la maladie de base d'eau, ça ne peut pas s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va nourrir en permanence, avec un sentiment émotionnel, la maladie aussi. Donc, cette espèce d'hyperadaptation permanente. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, j'ai parlé pendant 1 heure. Je vais aller voir un petit peu vos questions. Peut-on voir les replays? Ça, je vous ai déjà répondu sur la chaîne Santé Détox. Voulez-vous rappeler la marque? Alors, la marque de quoi? Parce que là, du coup, je ne sais pas de quoi vous parliez. Les vaches bio sont-elles Vaxalia? Je ne sais pas. Il va falloir appeler Jarmino pour leur demander. Là, moi, je vous ai parlé d'une marque. Après, je ne travaille pas chez eux, hein, donc je ne sais pas ça. J'entends mal la marque. Ah oui, c'est Global Healing Center. Donc, je te réponds. En fait, c'est la marque principale avec Dr. Clark qu'on vend sur Santé Détox. Hein. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous allez sur le site. Global Healing sur la marque. Ah, merci Jérémy. Jérémy fait le traducteur. J'adore. Tac, tac, tac. La mélisse. Alors oui, la mélisse, ça fonctionne parce que c'est une plante en plus rafraîchissante. Donc typiquement pour l'hyperthyroïdie, c'est très très bien. Par contre, quand on a vraiment une hyperthyroïdie clinique, c'est pas la mélisse qui va nous aider. Si on a une hyperthyroïdie, on va avoir des symptômes type post-viral ou post-accouchement, etc. Oui, mais pas pour une hyper clinique, hein, ça c'est sûr que non. J'ai pas bien entendu ce que vous conseillez pour la perte de muscle. Alors, c'est la L-carnitine. Je vous le note. C'est un acide aminé carnitine. Voilà. Qui va justement aider pour la construction du muscle. Mais bon, je conseille plus dans ces cas-là L-carnitine et bouillon d'os. Hein. TSH très basse, pourtant on me dit hyperthyroïdie. Bah oui, en fait, Madame Dubois, quand votre TSH elle est basse, ça veut dire que vous êtes en hyper. C'est l'inverse en fait. Quand votre TSH elle est haute, ça veut dire que vous êtes en hypo. C'est normal en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se mélangent les pinceaux, mais c'est normal. Vous êtes hyperthyroïdique. Donc si on a fait tous les examens et qu'il n'y a pas de problématiques cliniques d'auto-immunité, etc., il faut venir voir un petit peu ce qui se passe au niveau du circuit hypophysaire, etc. Aubépine, j'ai arythmie et ça m'accélère le cœur, très clairement. D'ailleurs, oui, je ne vous l'ai pas dit, merci Janine de le dire, mais l'aubépine, ça ne va pas à tout le monde parce que c'est un fluidifiant sanguin. Et en fait, ça peut accélérer le rythme cardiaque. Donc, pas pour ces personnes-là. J'ai eu la même chose que vous, Janine. Je me suis fait avoir au tout début, j'avais acheté d'aubépine et ce n'était pas pour moi. L'eau chlorée de la douche bain peut-elle dérégler la thyroïde?
L'eau chlorée de la douche? Non. La thyroïde, mais pas du tout en fait. Si vraiment ça arrive, c'est qu'il y a un gros problème à la base, donc d'intoxication ou déjà intoxication au chlore, mais qui vient aggraver la problématique. Mais non, pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vous êtes en train d'écrire. Ah, on est quand même une trentaine, c'est cool. Je pensais que, bon, d'habitude, on est presque 60. Là, on est 30, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. J'attends vos questions. Aurons-nous le replay? Oui, oui, je vous l'ai dit au début, vous le retrouvez d'ailleurs, le replay sur la chaîne YouTube de Santé Détox. Vous allez sur YouTube et vous tapez Santé Détox. Et vous avez tous les replays des webinaires que j'ai fait ces derniers mois. J'en fais tous les 15 jours, bon, sauf la fois dernière. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là pour l'hypo, je suis désolée, mais j'étais vraiment très fatiguée. Je sortais de maladie. Et pour l'hypo, alors oui, justement, je suis en train de le dire, Janine, je ne peux pas parler d'hypo ici. J'ai fait un webinaire exprès pour l'hypothyroïdie, donc je vous inviterai à aller voir le webinaire. Parce que je décline hypo et hyper, sinon on reste 3 heures. L-carnitine, une marque à conseiller. En fait, c'est de la fermentation bactérienne, la L-carnitine, c'est un acide aminé. Donc, non, pas forcément. Après, prenez des marques quand même respectueuses que vous connaissez, genre Vital Plus. Achetez pas, parce que la L-carnitine, on en voit beaucoup aussi sur les sites où ils font pour la prise de masse, les sportifs, etc. C'est pas toujours de bonne qualité. Donc, prenez quand même, voilà, type Vital Plus. Je sais pas s'ils font de la L-carnitine Vital Plus. Après, voilà, tous les sites, vous allez sur... alors, nous, on n'en a pas, mais vous pouvez aller sur Onatera. Je pense qu'ils vont avoir de la L-carnitine aussi. Moi, Vital Plus, j'aime bien parce que c'est de la bonne fermentation bactérienne. Les sources sont vraiment de bonne qualité. Est-ce que vous avez des questions? Bon, si vous n'avez plus de questions, on va arrêter là. Je crois que c'était assez clair. Ah, si, il y a des personnes qui sont en train d'écrire. J'attends. Est-ce que vous prenez des consultations? Oui, oui, bien sûr. C'est ce que je disais au début. Je fais du distanciel et du présentiel à Grenoble et à Lyon. Je vous laisse aller voir. Je crois que... Non, je ne l'ai pas mis au début. Donc, c'est Maud Ploquin. C'est Maud Naturopathe. Vous allez sur Maud Naturopathe sur Google ou je vous mets mon numéro ici, le numéro pro. Et du coup, vous laissez un petit message et je vous rappellerai quand j'ouvrirai le téléphone. Et c'est maudnaturopathe.com. Je vais vous mettre le lien. Mais en tout cas, pour l'hyperthyroïdie, je veux vraiment qu'on finalise là-dessus. Mais en fait, pour tous les problèmes de thyroïde, hein, c'est pas que pour l'hyperthyroïdie, c'est quand même d'une complexité assez importante. On va pas tous avoir en fait le même tableau symptomatique. Et en fait, d'où là, ça devient un petit peu compliqué. Et aussi, c'est en lien avec notre histoire. Donc, il y a beaucoup aussi, ça génère beaucoup c'est beaucoup, la source est beaucoup générée par des troubles aussi émotionnels, même des fois qui sont lointains. Ça peut être vraiment quelque chose qui nous tombe dessus aussi, d'où cet excès en fait de travail des surrénales, du cortisol et de la thyroïde. Il faut vite que je m'adapte à cette situation. Alors, ça peut être dans la chronicité où les symptômes vont être un petit peu plus lents à se déclarer, comme pour moi, ça a été vraiment du jour au lendemain avec un choc post-traumatique suite à un accident de la route. Donc, en fait, on a tous aussi notre histoire par rapport à ça. Donc, l'hyperthyroïdie, au même titre que l'hypo, il faut aller voir dans l'alimentation, dans votre tempérament naturopathique, parce qu'en fait, en fonction des tempéraments, on ne va pas traiter non plus de la même manière. Je ne veux pas vous aborder non plus de la même manière. Donc voilà.
Pour traiter le foie, merci. Alors traiter le foie, OK, mais en fait, pour traiter le foie, éventuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez, l'huile de Harlem, donc qui est du soufre liquide avec de la térébenthine. Donc je vais pas revenir sur cette partie-là. Donc huile de Haarlem, donc H-A-A-R-L-E-E-M, huile de Harlem. Et vous allez avoir aussi, on a chez Santé Détox un mélange de plantes qu'on appelle Liver Health. Donc ça, je vais vous le mettre. Par contre, je vous préviens, le Liver Health, ce n'est pas à faire quand vous avez une TSH trop augmentée. Ce n'est pas à faire quand vous êtes hyperthyroïdique. C'est quelque chose qu'on va faire après, sauf pour ceux qui ont une hyperthyroïdie de cause d'un excès de T3 par une problématique du foie. Ce qui est très spécifique, et je commencerai même pas par là d'ailleurs, par baisser déjà votre T3 d'une autre manière. Ça sera quelque chose qu'on fera après. Parce qu'il y a déjà un excès du yang du foie. En MCT, production du sang valable. Alors, par rapport à l'excès, est-ce qu'il y a un vide de sang Alors oui, il peut y avoir... je ne sais pas si c'est votre question, Janine, il faudrait peut-être préciser plus que j'ai... Production du sang valable, point d'interrogation. Il faudrait peut-être me préciser un peu plus. Parce que oui, un excès du foie, un excès du rein entraîne l'excès du foie, entraîne l'excès de la rate. Donc forcément, au niveau sanguin, c'est la cata. C'est pour ça qu'on trouve aussi de l'anémie. Là, je parle dans l'aspect énergétique de la problématique, donc en médecine. Oui, il faut produire du sang, oui, c'est ça par là. En fait, c'est la rate aussi qui s'occupe de ça. Donc oui, s'il y a un excès de la rate, il y a un excès du foie, il peut y avoir un excès de la rate. Et au niveau de la production, de la qualité du sang, c'est la cata. Oui, très clairement. Donc là, il faut éviter tout ce qui est excès du rein. Parce que ça va calmer en plus la rate, la jujube, très clairement. La jujube, J-U-J-U-B-E, ça c'est vraiment pour les excès de la rate, les excès du rein, les excès du foie. Et ça aide à produire un sang de meilleure qualité. Donc il faut faire produire de sang, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, je vois que plus personne n'est en train d'écrire. Je vais quand même vous mettre là à droite, on va finir le webinaire. Et puis, je vais quand même vous mettre à droite le code promo avec les produits concernés. Donc, le code promo chez Santé Détox, ça sera hyper23 et vous avez moins 10% avec le code sur les produits que je vais mettre ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les produits. N'hésitez pas à contacter Santé Détox. Ils sont là pour ça, ils sont ouverts demain. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions sur les produits que j'ai sélectionnés. Merci. Merci Eddy, merci Jérémy. Hop. Non, pardon, je me suis trompée. Le code, c'est hyper10. Bonne soirée pour ceux qui partent là et puis pour ceux qui veulent attendre la liste. Merci Laurence, à bientôt. Merci Silice. Tac. Donc, on a dit B12. Donc, pour ceux qui ont des questions sur les produits, n'hésitez pas à contacter Santé Détox demain. Que faire si on passe d'hyper à hypo et inversement ? Déjà, il faut déterminer votre problématique clinique. Et pour ça, il faut voir et votre médecin et un naturopathe. Il faut qu'on agisse sur les deux tableaux. Mais il faut d'abord que vous sachiez au niveau clinique si ce n'est pas base d'eau. Donc voilà, il faut connaître la cause. Et si on n'arrive pas à trouver la cause en clinique, il faut consulter un naturo. Parce que là, votre question, elle est beaucoup trop vaste. En plus, je ne réponds pas à des questions personnalisées comme ça, parce que là, c'est tellement vaste, je ne saurais même pas quoi vous dire. Il faut adapter en fonction de vous, quoi. Il faut que j'adapte en fonction de vous et du tableau clinique et symptômes. Donc pour les produits, donc on a dit en remise, donc il y a la B12, le magnésium liquide,
la glutamine, le collagène d'origine bovine. Parce que en fait, l'autre collagène qu'on va avoir, c'est un collagène d'origine marine, et ben, il faut éviter avec l'hyperthyroïdie. Donc, c'est le True Collagen. Et en dernier, je crois que je vous avais sélectionné la valériane et les probiotiques chez Santé Détox. Hop. Merci Sheva, bonne soirée. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On est encore quelques-uns en ligne. De toute façon, Santé Détox a la liste des compléments. Donc, si jamais il y a besoin, vous pouvez les appeler demain ou leur envoyer un petit mail. Ils vont vous répondre par rapport à ça. Donc, voilà, il y avait la B12, le magnésium, la valériane et les 2 probiotiques qu'il y a sur le site. Voilà. Martine, merci Maud, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Vraiment beaucoup. Avec plaisir. Bon, vous savez, vous pouvez retrouver les webinaires hein, s'il y a des choses que vous avez zappées ou voilà, sur lesquelles vous n'avez pas bien, voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien retenues ou voilà, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité du webinaire rapidement sur le site, sur le YouTube. Merci, à la prochaine séance, avec plaisir. Janine, avec plaisir. À bientôt. Bon, j'attends encore un peu. Vous êtes en train d'écrire. Vous êtes encore nombreux à être là. J'attends aussi la prochaine. Oui, bah la prochaine, ça sera sur le tempérament nerveux. Ça va être cool. Je vais vous faire tous les tempéraments naturopathiques. On va faire nerveux, on va faire bilieux, on va faire colérique et on va faire lymphatique. Ça va être cool. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vois que vous commencez vraiment tout doucement à partir. À bientôt. Et puis, bah, merci d'être toujours connecté avec nous. Merci.